Tu puais le chantier, tu fais honte à mes collègues, prends tes affaires et dégage avant que les invités arrivent. » Ces mots résonnent encore dans ma tête, 3 mois plus tard. Ils me réveillant parfois la nuit, comme une gifle qui n'en finit pas de claquer. Mon gendre Bastien les a prononcés dans le couloir de la maison que j'avais construite de mes propres mains pour ma fille, le soir du réveillon de Noël, pendant que derrière la porte du salon, des rires et des chants de fête montaient comme une moquerie. Je m'appelle Gérard Fontaine, j'ai 68 ans. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement face à la mer, dans le sud de la France, loin du bruit et de ceux qui m'ont trahi. Mais il y a 3 mois, j'avais une famille, une place à table pour Noël, et je pensais naïvement que l'amour d'une fille pour son père était une chose éternelle. Laissez-moi vous raconter comment un homme peut tout perdre en une soirée, et comment parfois la vie vous offre une revanche que vous n'aviez même pas cherchée. Tout a commencé bien avant ce soir de décembre, évidemment. Les tragédies familiales ne naissent pas d'un coup. Elles poussent lentement, comme des fissures dans un mur porteur. On les voit apparaître, on se dit que ce n'est rien, que ça tiendra. Et puis un jour, tout s'effondre. Ma femme Marianne est partie, il y a 2 ans. Un cancer du pancréas, foudroyant. 3 mois, entre le diagnostic et la fin. 42 ans de mariage effacés en un été. Quand elle est morte, une partie de moi est morte avec elle. La partie qui savait rire sans raison, qui trouvait de la beauté dans les petites nez de choses, qui croyait encore que le monde était juste. Après les funérailles, je me suis retrouvé seul dans notre grande maison de Cergy. Trop grande, trop silencieuse. Chaque pièce me rappelait Marianne, son fauteuil près de la fenêtre où elle lisait ses romans, la cuisine où elle préparait son poulet aux olives du dimanche, notre chambre où son parfum flottait encore sur l'oreiller. C'est Julie qui a proposé que je vienne vivre avec eux, ma fille unique, mon trésor. Elle avait 36 ans à l'époque, mariée depuis 8 ans à Bastien. Un homme que je n'avais jamais vraiment compris, mais que j'avais accepté parce qu'elle l'avait choisi. « Papa, tu ne peux pas rester seul dans cette maison. Viens chez nous. On a la chambre d'amis au rez-de-chaussée. Tu seras bien. Et puis les enfants seront contents de voir leur grand-père tous les jours. Les enfants, mes petits-enfants, Lucas, 11 ans, et Emma, 8 ans, 2 rayons de soleil, qui me donnaient encore une raison de me lever le matin. J'ai vendu la maison de Cergy. J'ai donné la moitié de l'argent à Julie pour qu'elle puisse rembourser une partie de son crédit. L'autre moitié, je l'ai gardée sur un compte pour ne pas être un fardeau, pour payer ma part des courses, pour offrir des cadeaux aux petits. Ce que je n'ai pas dit à Julie, ce que je n'ai jamais dit à personne, c'est que cette maison de Cergy n'était qu'une infime partie de ce que je possédais vraiment. Vous voyez, je suis ce qu'on appelle un compagnon du devoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des plus anciennes fraternités d'artisans de France, qui remonte au Moyen Âge. J'y suis entré à 18 ans, comme apprenti maçon. J'ai fait mon tour de France. J'ai appris mon métier de ville en ville, de maître en maître. J'ai construit des cathédrales avec mes mains, restauré des monuments historiques, bâti des immeubles qui tiendront debout bien après ma mort. Dans les années 80, j'ai fondé ma propre entreprise de construction. Fontaine BTP. On a commencé petit, avec 3 ouvriers et une camionnette. 20 ans plus tard, on employait 150 personnes et on construisait des quartiers entiers en Île-de-France. Ce que les gens ne savent pas, c'est que dans ce métier, on vous paye parfois en nature. Un promoteur qui n'a pas de liquidité vous propose un terrain. Une banque en difficulté vous cède un immeuble pour éponger une dette. Vous acceptez, vous mettez ça dans une société holding,
et vous oubliez, parce que ce qui compte pour un compagnon, ce n'est pas l'argent, c'est le travail bien fait. C'est la fierté de voir un bâtiment debout, de savoir que chaque pierre est à sa place, que chaque joint est parfait. J'ai toujours vécu modestement. Marianne et moi, on n'avait pas besoin de grand-chose. Une maison confortable, des vacances en Bretagne l'été, un bon repas le dimanche. Le reste dormait dans des comptes et des sociétés dont je ne regardais même plus les relevés. Quand je suis arrivé chez Julie et Bastien, j'ai fait profil bas. Je ne voulais pas m'imposer. Je me levais tôt. Je préparais le petit déjeuner pour les enfants. Je les emmenais à l'école. L'après-midi, je bricolais dans le garage. Je réparais ce qui avait besoin d'être réparé. Le soir, je me retirais dans ma chambre pour ne pas déranger. Bastien travaillait dans une banque, pas n'importe quelle banque, la BNP Paribas, l'agence principale de la ville. Il était directeur adjoint, responsable des comptes professionnels, un poste important à l'entendre. Il portait des costumes qui coûtaient mon ancien salaire mensuel, conduisait une Audi neuve, parlait de ses clients comme s'ils étaient des rois et lui leur premier ministre. Dès le début, j'ai senti qu'il ne m'aimait pas. Oh, il était poli, bien sûr. Les premières semaines, en tout cas. Il me serrait la main le matin, me demandait si j'avais bien dormi. Mais ses yeux disaient autre chose. Il disait « Qu'est-ce que tu fais encore là, le vieux? Quand est-ce que tu vas nous laisser tranquilles ?» Les premiers signes sont apparus au bout d'un mois. Des remarques glissées comme par hasard. « Gérard, vous pourriez éviter de laisser vos outils dans le garage. J'ai besoin de place pour mes clubs de golf. » Gérard, les enfants n'ont pas besoin d'être accompagnés à l'école. Ils ont 11 et 8 ans, pas 3 ans. Gérard, ce serait bien si vous pouviez manger dans votre chambre quand on reçoit des amis. Vous comprenez? Ce sont des gens du bureau. Ils ne sont pas habitués. Habitués à quoi? À voir un vieil homme manger une soupe? À supporter la présence d'un grand-père dans une maison familiale? Julie ne disait rien. Elle baissait les yeux, changeait de sujet, trouvait des excuses. Bastien est stressé en ce moment, papa. Il a beaucoup de pression au travail. Ou bien, tu sais comment il est, il ne pense pas ce qu'il dit. Mais si, il le pensait. Chaque mot, chaque regard, chaque soupir quand j'entrais dans une pièce où il se trouvait. Les mois passaient, et ma place dans cette maison rétrécissait. D'abord, on m'a demandé de ne plus utiliser le salon. C'est pour les invités, Gérard. Vous avez la télévision dans votre chambre, puis la cuisine est devenue territoire interdit après 20 heures. On a besoin de notre intimité pour dîner en couple. Puis le jardin, que j'avais pourtant entièrement réaménagé, planté, entretenu. Les enfants ont besoin d'espace pour jouer, vous comprenez. Je me suis retrouvé confiné dans une chambre de 12 mètres carrés, avec interdiction tacite d'exister dans le reste de la maison. Et Julie, ma fille, mon sang, mon trésor. Elle se taisait, elle acquiesçait, elle prenait le parti de son mari à chaque fois, sans même lever les yeux vers moi. Un soir d'octobre, j'ai entendu leur conversation à travers la cloison. Les murs de cette maison, c'est moi qui les avais construits. Je savais qu'ils n'étaient pas parfaitement isolés. Je savais aussi que Bastien ne s'en doutait pas. « On ne peut pas continuer comme ça », disait-il. « Ton père est là depuis 2 ans. » « 2 ans, Julie. Il prend de la place, il coûte de l'argent, il fait fuir nos amis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon père. Justement, c'est ton père, pas le mien. Trouve-lui une maison de retraite, un appartement, je m'en fiche. Mais je veux qu'il soit parti avant Noël. Avant Noël, comme un colis encombrant qu'on retourne à l'expéditeur avant les fêtes. J'ai attendu que Julie vienne m'en parler.
J'ai attendu qu'elle me défende, qu'elle dise non, qu'elle rappelle à son mari tout ce que j'avais fait pour eux, la maison que j'avais construite, l'argent que j'avais donné, les années de sacrifice, de travail, d'amour inconditionnel. Elle n'est jamais venue. Décembre est arrivé avec son cortège de décorations et de fausses joies. Bastien avait décidé d'organiser une grande fête pour le réveillon. Pas une fête de famille, une fête professionnelle. Il avait invité son directeur, des collègues, des clients importants. C'était, disait-il, une étape cruciale pour sa carrière. Le directeur régional prenait sa retraite en janvier, et Bastien voulait sa place. « Ce soir va tout changer pour nous », répétait-il à Julie. « Si je fais bonne impression, le poste est à moi. » Moi, dans tout ça, j'étais prié de rester invisible. Bastien me l'avait dit clairement 3 jours avant le réveillon. « Gérard, le 24, vous restez dans votre chambre. Ces gens ne comprendraient pas qu'un beau-père vive chez nous. Ça fait, comment dire, populaire, populaire. Un homme qui a bâti des immeubles, qui a employé des centaines d'ouvriers, qui a contribué à construire cette ville pierre par pierre. Populaire. J'ai ravagé ma fierté et j'ai accepté, pour Julie, pour ne pas faire de vagues, pour garder la paix une fois de plus. Le 24 décembre, j'ai passé l'après-midi dans ma chambre. J'entendais les préparatifs, les allées et venues, le traiteur qui livrait, Bastien qui donnait des ordres comme un général avant la bataille. Vers 18 heures, les invités ont commencé à arriver. Des voix polies, des rires convenus, le tintement des coupes de champagne. Mon estomac gargouillait. Je n'avais pas mangé depuis le matin. Je me suis dit que je pouvais descendre discrètement à la cuisine, prendre un morceau de pain, remonter aussitôt. Personne ne me verrait. J'ai enfilé ma chemise à carreaux et mon pantalon de velours, mes vêtements de tous les jours, les seuls que j'avais, à vrai dire. Je n'ai jamais possédé de costume. Ça ne m'a jamais semblé nécessaire. J'ai ouvert la porte de ma chambre, traversé le couloir sur la pointe des pieds. La cuisine était déserte. Je me suis approché du réfrigérateur. J'ai pris une tranche de jambon et un bout de fromage. Je m'apprêtais à repartir quand la porte s'est ouverte. Bastien, en costume 3 pièces, chemise blanche, cravate de soie. Derrière lui, j'apercevais des silhouettes dans le salon, des visages tournés vers nous. Son expression a changé en une fraction de seconde. La surprise, puis le dégoût, puis la colère froide. « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'avais faim. Je voulais juste... Tu voulais juste quoi? Te montrer? Faire honte à tout le monde? Il m'a attrapé par le bras et m'a poussé vers le couloir de l'entrée, loin des regards. Tu pues le chantier, tu fais honte à mes collègues. Prends tes affaires et dégage avant que les invités arrivent. J'ai cru avoir mal entendu. Pardon? Tu as très bien compris. Je ne veux plus te voir ici ce soir, ni demain, ni après. Tu vas prendre tes affaires et tu vas partir. Mais c'est le réveillon. Où veux-tu que j'aille? Je m'en fiche. À l'hôtel, chez un ami, sous un pont, peu importe. Tu n'es plus le bienvenu chez moi, chez lui. Cette maison que j'avais construite de mes propres mains. Cette maison dont j'avais payé une partie avec l'argent de la vente de notre maison à Marianne et moi, chez lui. J'ai regardé par-dessus son épaule. Dans l'embrasure de la porte du salon, Julie était apparue. Ma fille, mon sang, mon trésor. Elle m'a vu. Elle a vu son mari me tenir le bras, me pousser vers la sortie. Elle a vu les larmes qui commençaient à monter dans mes yeux. Et elle n'a rien dit. Elle a détourné le regard. Elle a fait un pas en arrière et elle a disparu dans le salon.
Bastien a sorti son portefeuille de sa poche. Il en a tiré 2 billets de 100 € qu'il m'a fourrés dans la main. « Tiens, prends ça. Va te trouver une chambre quelque part. On parlera après les fêtes de ce qu'on fait de toi. » Ce qu'on fait de moi. Comme si j'étais un vieux meuble dont on ne sait plus quoi faire. J'ai regardé les billets dans ma main. 200 €. C'était donc ça, ma valeur aux yeux de mon gendre. 2 billets froissés et une porte qu'on me claquait au visage. J'ai posé l'argent sur la table de l'entrée. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris mon manteau, mon écharpe et un petit sac avec quelques affaires. Je n'avais pas grand-chose ici de toute façon. Quelques vêtements, des photos de Marianne, la médaille de compagnon que mon maître m'avait remise il y a 50 ans. Quand je suis repassé devant le salon, j'ai entendu les rires reprendre, la musique de Noël, le tintement des verres, la vie qui continuait comme si je n'avais jamais existé. J'ai ouvert la porte d'entrée. Le froid m'a frappé au visage. Il neigeait, de gros flocons blancs qui tombaient doucement sur le jardin que j'avais planté, sur l'allée que j'avais pavée, sur la maison que j'avais construite pierre par pierre pour le mariage de ma fille. J'ai fait un pas dehors, puis un autre. La porte s'est refermée derrière moi avec un claquement sourd, et je me suis retrouvé seul dans la nuit de Noël, sans savoir où aller. Avez-vous déjà été traité comme un étranger dans votre propre famille? Avez-vous déjà ressenti cette solitude absolue, ce sentiment d'avoir été effacé de la vie, de ceux que vous aimiez? J'ai marché longtemps cette nuit-là. Les rues étaient désertes, tout était fermé. C'était le réveillon après tout. Les familles étaient réunies autour de leur table. Les enfants attendaient le Père Noël. Les couples s'embrassaient sous le gui. Et moi, je marchais dans la neige, avec mon petit sac et mon cœur en miettes. Je suis passé devant des maisons illuminées, des fenêtres derrière lesquelles je devinais des sapins décorés, des tables chargées de victuailles, des visages heureux. Chaque lumière était un rappel de ce que j'avais perdu. Chaque rire que j'entendais était une moquerie. Au bout d'une heure, mes pieds étaient trempés, mes mains gelées malgré mes gants. J'ai cherché un endroit où m'abriter. Les hôtels que je connaissais étaient tous complets ou fermés. Les cafés avaient baissé leurs rideaux. Même la supérette du coin avait éteint ses lumières. J'ai fini par trouver une église ouverte, Saint-Pierre, au centre-ville. Une petite église que je connaissais bien. C'est moi qui avais restauré son clocher en 1992, après la tempête qui avait arraché une partie de la toiture. Je suis entré. L'odeur d'encens et de cire m'a enveloppé. Quelques bougies brûlaient devant l'autel. Il n'y avait personne, juste le silence et la présence muette des saints dans leur niche. Je me suis assis sur un banc, au fond. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis la mort de Marianne, j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses. Des sanglots. Des hoquets qui me secouaient le corps. Toute la douleur que j'avais accumulée pendant 2 ans, toute l'humiliation, toute la solitude, tout est sorti d'un coup, comme un barrage qui cède. J'ai pleuré pour Marianne, qui n'était plus là pour me protéger. J'ai pleuré pour Julie, ma petite fille qui m'avait abandonné. J'ai pleuré pour mes petits-enfants, que je ne verrai peut-être plus. J'ai pleuré pour l'homme que j'avais été, le bâtisseur, le compagnon, le père fier et fort, réduit à mendier une place dans sa propre famille. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. 1 heure, peut-être 2. Le froid s'infiltrait sous mon manteau, mais je m'en fichais. J'aurais pu mourir cette nuit-là, gelé sur ce banc d'église, et personne ne s'en serait aperçu avant des jours. Et puis, quelque chose s'est passé. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Un vieux téléphone à touche,
pas un de ces smartphones que tout le monde a aujourd'hui. Je l'ai sorti avec des doigts engourdis. L'écran affichait un nom, Marcel Dubois. Marcel, mon ancien comptable, mon ami depuis plus de 30 ans. On s'était perdu de vue ces dernières années, mais il m'envoyait toujours un message pour Noël. J'ai décroché. Gérard, joyeux Noël mon vieux. Je ne m'attendais pas à ce que tu répondes. Je voulais juste te laisser un message. Marcel. Ma voix était rauque, cassée par les larmes. Marcel l'a entendu tout de suite. Gérard, qu'est-ce qui se passe? Tu as une voix. Marcel, je suis dans une église. Mon gendre m'a mise à la porte. Ce soir, le soir de Noël. Silence à l'autre bout du fil. Puis un juron que je ne répéterai pas ici. Où es-tu exactement? Je viens te chercher. Non, Marcel, tu es avec ta famille. Je ne veux pas. Gérard, dis-moi où tu es. J'ai fini par lui donner l'adresse. 20 minutes plus tard, sa voiture s'arrêtait devant l'église. Il est entré, m'a trouvé recroquevillé sur mon banc et m'a serré dans ses bras sans un mot. Marcel m'a emmené chez lui. Sa femme Hélène m'a préparé une soupe chaude et m'a installé dans leur chambre d'amis. Ils n'ont pas posé de questions cette nuit-là. Ils m'ont juste laissé dormir, enveloppé dans une couverture, le ventre plein et le cœur un peu moins lourd. Le lendemain matin, le jour de Noël, je leur ai tout raconté. Les 2 années chez Julie et Bastien, les humiliations quotidiennes, le silence de ma fille, et cette nuit terrible où on m'avait jeté dehors comme un malpropre. Marcel m'écoutait, le visage grave. Quand j'ai eu fini, il a secoué la tête. Gérard, je suis désolé. Je savais que ça n'allait pas fort, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Comment tu pouvais savoir? Ta fille m'a appelé il y a quelques mois. Elle voulait savoir si tu avais de l'argent de côté. Elle disait que Bastien trouvait que tu ne contribuais pas assez aux frais du ménage. J'ai senti mon estomac se nouer. Julie t'a appelé pour ça. Elle voulait savoir ce que tu possédais. Je lui ai dit que je ne savais pas, que tu ne me parlais plus de tes finances depuis longtemps. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Depuis que tu as vendu l'entreprise, je n'ai plus eu accès à tes comptes personnels. J'ai fermé les yeux. Ainsi donc, Julie aussi cherchait à savoir ce que je valais. Pas en tant qu'homme, en tant que père, en euros et en centimes. Marcel, j'ai une question à te poser. Je t'écoute. L'immeuble sur la place de la République. Celui où il y a la banque. Tu sais de quel immeuble je parle? Marcel a froncé les sourcils. La BNP. Oui, bien sûr. C'est un des actifs de ta holding. Pourquoi? Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Il est toujours à moi. À toi, Gérard, c'est ton actif le plus rentable. La banque paie un loyer depuis 1995, presque 30 ans. Pourquoi tu me demandes ça? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la neige de la veille avait recouvert les toits et les jardins. Le monde semblait neuf, propre, plein de possibilités. Parce que c'est là que travaille mon gendre. Marcel est resté silencieux un moment. Puis j'ai entendu le déclic, cette petite lumière qui s'allume dans les yeux d'un homme intelligent, quand il comprend quelque chose. Gérard, qu'est-ce que tu as en tête? Je me suis retourné vers lui. Le bail, Marcel. Il se termine quand? Il a sorti son téléphone, fait défiler des documents. Le 31 décembre, dans 6 jours. On devait te contacter pour le renouvellement, d'ailleurs. La banque a envoyé une proposition il y a 2 mois. C'est ton gendre qui a signé le courrier au nom de la banque. Mon gendre. Bastien.
L'homme qui m'avait jeté à la rue possédait son poste, son bureau, son prestige, dans un bâtiment qui m'appartenait. Et il ne le savait même pas. Il a signé quoi, exactement? Une demande de renouvellement aux mêmes conditions, même loyer, même durée. Et on a répondu, pas encore. Je voulais t'en parler d'abord, mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai senti quelque chose monter en moi. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, de plus calme, de la clarté. Ne réponds pas, Marcel. Ne renouvelle pas le bail. Gérard, c'est un loyer de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Tu es sûr de ce que tu fais? Je suis sûr. Prépare un nouveau contrat, un nouveau bail, avec un loyer révisé. Révisé comment? Je l'ai regardé dans les yeux, au prix du marché, le vrai prix du marché, celui qu'on aurait dû demander depuis le début si on n'avait pas fait de cadeau à l'ancien directeur. Marcel a fait un rapide calcul mental. Gérard, ça représente une augmentation de 400% au moins, peut-être 500. Alors 500, et trouve-moi un avocat, le meilleur de la région. Je veux que tout soit fait dans les règles, sans faille, sans possibilité de contestation. Marcel m'a dévisagé longuement. Tu veux te venger de ton gendre? J'ai secoué la tête. Non, Marcel, je veux lui montrer quelque chose. Je veux lui montrer que l'homme qui l'a jeté à la rue, l'homme dont il avait honte, cet homme-là possède le sol sur lequel il marche, les murs entre lesquels il travaille, le toit au-dessus de sa tête. Je veux lui montrer qu'on ne mesure pas la valeur d'un homme à ses vêtements ou à ses diplômes. On la mesure à ce qu'il a construit. Marcel a hoché la tête lentement. D'accord, Gérard, je m'en occupe. Ce soir-là, après le dîner de Noël chez Marcel et Hélène, je suis sorti marcher. J'avais besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans mes pensées. Mes pas m'ont mené, presque malgré moi, jusqu'à la place de la République. Et là, je me suis arrêté devant l'immeuble de la banque. C'était un beau bâtiment, 4 étages de pierre de taille, des fenêtres hautes, une façade ornée de moulures discrètes, sobre mais élégant, solide mais raffiné. Je l'avais construit en 1987, j'avais 33 ans. C'était l'un des premiers gros chantiers de Fontaine BTP, celui qui avait lancé notre réputation. J'ai posé ma main sur la pierre froide. Je me souvenais de chaque bloc, de chaque joint, de chaque décision que j'avais prise pendant les 18 mois de construction. Je me souvenais des nuits blanches à vérifier les plans, des disputes avec l'architecte qui voulait économiser sur les fondations, des célébrations quand on avait posé la dernière pierre. Ce bâtiment, c'était mon œuvre. Mon sang et ma sueur étaient dans ces murs, et je connaissais ses secrets, des secrets que personne d'autre ne connaissait. Voyez-vous, quand on construit un immeuble, on fait des choix techniques, des compromis, des adaptations, et parfois, on crée des espaces qui ne figurent sur aucun plan officiel. Sous ce bâtiment, il y avait un niveau technique que j'avais conçu pour l'entretien des systèmes de chauffage et de ventilation. Un niveau accessible par une porte dans la ruelle arrière. Une porte dont j'avais gardé la clé parce que je revenais parfois vérifier l'état des installations. Et au dernier étage, sous les combles, il y avait une pièce que l'architecte avait voulu supprimer pour des raisons de coût. Je l'avais maintenue, en la finançant sur mes propres deniers, parce qu'elle offrait la plus belle vue de la ville et que je voulais y installer mon bureau un jour. Ce jour n'était jamais venu. J'avais vendu l'entreprise avant, et la pièce était restée vide, oubliée, probablement même ignorée par les occupants actuels. Je connaissais ce bâtiment mieux que quiconque, mieux que les banquiers qui y travaillaient, mieux que mon gendre qui y paradait dans ses costumes coûteux, et dans quelques jours, j'allais le leur rappeler. Les jours suivants, Marcel a travaillé sans relâche.
Il a contacté l'avocat, préparé les documents, vérifié chaque clause, chaque virgule. Le nouveau bail était un chef-d'œuvre juridique. Loyer quintuplé, indexé sur l'inflation. Clause de résiliation stricte, obligation d'entretien détaillée. Et une petite note en annexe mentionnant les travaux de mise aux normes nécessaires, travaux que le propriétaire était en droit d'exiger et que le locataire serait tenu de financer. En parallèle, j'ai fait quelques recherches sur mon gendre. Ce n'était pas difficile. Les réseaux sociaux, les annuaires professionnels, les articles de la presse économique locale. Bastien Mercier, directeur adjoint de l'agence BNP Paribas de la ville. 40 ans, marié, 2 enfants. J'ai appris qu'il convoitait le poste de directeur régional, que son supérieur actuel, Robert Villeneuve, prenait sa retraite fin janvier, que Bastien avait organisé la fameuse fête de Noël précisément pour impressionner les décideurs et assurer sa promotion. J'ai aussi appris autre chose, quelque chose qui m'a fait mal, mais qui ne m'a pas vraiment surpris. Julie avait posté des photos de la soirée sur Facebook, des photos où on la voyait sourire, lever sa coupe de champagne, poser avec des inconnus en costume. Pas une seule mention de son père, pas un mot sur le fait que j'avais disparu, comme si je n'avais jamais existé. Je n'ai pas répondu au message qu'elle m'a envoyé dans les jours qui ont suivi. Il y en a eu 3. Le premier, le 25 décembre. « Papa, où es-tu ? Bastien dit que tu es parti de toi-même. Appelle-moi. » Le deuxième, le 27 décembre. « Papa, je suis inquiète. Tu pourrais au moins répondre. » Le troisième, le 29 décembre. « Bastien dit qu'il faut qu'on parle de la suite. Rappelle-moi quand tu peux. » La suite, comme si mon expulsion était un simple épisode dans une série, et qu'on passait maintenant au suivant. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai rangé dans un tiroir. Le 30 et 1 décembre, à minuit, le bail de la banque a expiré. Légalement, ils étaient en situation d'occupation sans titre. Bien sûr, ils ne le savaient pas encore. Ils pensaient probablement que le renouvellement était automatique ou que quelqu'un s'en était occupé. Le 2 janvier, Marcel m'a appelé. « C'est prêt, Gérard. Le nouveau bail est au rédigé, signé par toi, et attend juste la signature du locataire. L'avocat dit que tout est en règle. Tu peux y aller quand tu veux. Demain matin, tu es sûr ? Tu ne veux pas attendre quelques jours de plus ? Non, demain, c'est la reprise du travail, après les fêtes. Tout le monde sera là, y compris mon gendre. D'accord, bonne chance, Gérard. Et sois prudent. Prudent de quoi ? De toi-même. La vengeance, ça peut consumer un homme. Ce n'est pas de la vengeance, Marcel, c'est de la clarté. Le 3 janvier, je me suis levé à 6 heures. J'ai pris une douche, je me suis rasé avec soin, j'ai enfilé mes meilleurs vêtements. Pas un costume, non. Je n'en ai jamais possédé et je n'allais pas commencer maintenant. Mais une chemise propre, un pantalon de velours neuf, mes chaussures cirées et autour du cou, sous ma chemise, la médaille de compagnon que mon maître m'avait remise il y a 50 ans. J'ai pris le dossier que Marcel m'avait préparé et je suis sorti dans le froid du matin. La ville s'éveillait lentement. Les commerçants ouvraient leurs rideaux. Les premiers travailleurs se hâtaient vers leurs bureaux. Les cafés diffusaient leurs odeurs de croissants chauds et de café frais. Je suis arrivé devant la banque à 8h45. L'agence ouvrait à 9h. Quelques employés entraînent déjà par une porte latérale, serrant leurs manteaux contre le vent glacial. Je ne suis pas entré par la porte principale. Je ne suis pas entré par la porte latérale non plus.
Je suis allé dans la ruelle arrière, celle que personne n'emprunte jamais, celle où les poubelles s'entassent et où les rats courent entre les sacs. Au fond de cette ruelle, il y avait une porte métallique peinte en gris, à moitié cachée par un conteneur. Une porte sans poignée, apparente, juste un trou de serrure presque invisible dans la pénombre. J'ai sorti une clé de ma poche, une vieille clé en laiton que je gardais depuis 1987 sur le même trousseau que mes clés de maison. La serrure a résisté un instant, grippée par des années de non-utilisation. Puis elle a cédé avec un déclic familier. Je suis entré. L'odeur m'a frappé en premier. Poussière, humidité, métal froid. L'odeur des entrailles d'un bâtiment, des espaces que personne ne visite, des secrets architecturaux que seuls les constructeurs connaissent. J'ai allumé la lampe torche que j'avais apportée. Le faisceau a révélé un couloir étroit, des tuyaux au plafond, des câbles le long des murs. Le niveau technique, mon niveau technique. J'ai marché lentement, savourant chaque pas. Je retrouvais mes repères, les marques que j'avais laissées 37 ans plus tôt. Ici, une flèche peinte au pochoir, indiquant la direction de la chaufferie. Là, mes initiales gravées dans le béton frais. GF87, Gérard Fontaine, 1987. J'ai suivi le couloir jusqu'à un escalier en colimaçon qui montait vers les étages. Un escalier de service prévu pour les techniciens, jamais utilisé par les occupants du bâtiment. Je l'ai gravi lentement, mes genoux protestant à chaque marche. Au premier étage, j'ai trouvé une porte qui donnait sur un placard à balais. J'ai entrouvert la porte et j'ai jeté un œil. Un couloir de bureaux, des portes vitrées, des employés qui commençaient à s'installer. J'ai refermé la porte et j'ai continué à monter. Au deuxième étage, même chose. Au troisième, je me suis arrêté un moment pour reprendre mon souffle. Mon cœur battait vite, mais pas seulement à cause de l'effort. C'était l'excitation, l'anticipation, le sentiment d'être exactement là où je devais être. Finalement, je suis arrivé au 4e étage, l'étage de la direction, l'étage où mon gendre avait son bureau. J'ai trouvé une porte de service qui donnait sur un couloir secondaire. Je l'ai ouverte avec précaution. Personne. Juste de la moquette épaisse, des murs lambrissés, des tableaux abstraits choisis par un décorateur sans âme. Je suis sorti du couloir technique et j'ai marché vers l'accueil de l'étage. Une secrétaire m'a regardé approcher avec surprise. « Monsieur, vous avez rendez-vous » ? « Non. »« Alors je suis désolé, mais vous ne pouvez pas être ici. C'est un étage réservé à la direction. » « Comment êtes-vous monté ?»« Par l'escalier. » « L'ascenseur nécessite un badge pour cet étage, monsieur. Je vais devoir appeler la sécurité. » « Faites donc, et pendant que vous y êtes, dites à monsieur Bastien Mercier que son beau-père est là pour le voir. » La secrétaire a cligné des yeux. Son beau-père. « Gérard Fontaine. Dites-lui que c'est urgent. Dites-lui que ça concerne le bail de ce bâtiment. » Elle a hésité un moment, puis a décroché son téléphone. Je l'ai entendu murmurer quelques mots. Son visage a changé d'expression. Elle a raccroché et m'a regardé différemment. « Monsieur Mercier va vous recevoir. 2e porte, à gauche. » Je l'ai remercié d'un hochement de tête et je me suis dirigé vers le bureau de mon gendre. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée et je suis entré. Bastien était assis derrière un bureau massif en acajou. Il portait un de ses costumes habituels, chemise blanche, cravate de soie. Derrière lui, une grande fenêtre donnait sur la place de la République, la vue que j'avais imaginée depuis cette pièce, 37 ans plus tôt. Son visage s'est décomposé en me voyant. « Toi,
Qu'est-ce que tu fous ici? Bonjour, Bastien. Joyeux Noël en retard. Je t'ai posé une question. Comment tu es entré? La sécurité aurait dû t'arrêter. La sécurité surveille les portes qu'elle connaît. Il y en a d'autres. Je me suis assis dans le fauteuil face à son bureau, sans y être invité. Il m'a regardé faire, bouche bée. Tu ne peux pas être ici. C'est mon lieu de travail. Je vais appeler la sécurité. Fais donc. Mais avant, tu devrais peut-être regarder ceci. J'ai posé le dossier sur son bureau. Il l'a fixé comme si c'était un serpent venimeux. C'est quoi? Le nouveau bail pour ce bâtiment. L'ancien a expiré le 31 décembre. Vous êtes actuellement en occupation sans titre. Bastien a ricané. Tu racontes n'importe quoi. Le bail a été renouvelé automatiquement. On a envoyé les papiers il y a des mois. Vous avez envoyé une demande de renouvellement. Elle n'a pas été acceptée. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es qu'un vieux maçon à la retraite. Qu'est-ce que tu connais aux beaux commerciaux? Je me suis penché en avant. Je connais ce bâtiment mieux que toi, Bastien. Je connais chaque pierre, chaque poutre, chaque fissure. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as construit. Oui, je sais. Julie me l'a dit 100 fois. Le grand Gérard Fontaine, le bâtisseur. Et alors? Alors je ne l'ai pas seulement construit, Bastien. Je le possède. Le silence qui a suivi était assourdissant. Bastien m'a dévisagé, cherchant la blague, le piège, l'explication rationnelle. Quoi? Je possède ce bâtiment depuis 1990. Il est au nom d'une holding que j'ai créée à l'époque. La banque me paie un loyer depuis presque 30 ans. C'est impossible. Le propriétaire est une société, GF Holdings. J'ai vu les papiers. GF, Gérard Fontaine. C'est moi, Bastien. J'ai toujours été moi. Il a blêmi, littéralement. Son visage est passé du rose au blanc en quelques secondes. Tu mens. Tu essaies de te venger. C'est pathétique. Ouvre le dossier. Ses mains tremblaient quand il a saisi la chemise cartonnée. Il a sorti les documents, les a parcourus des yeux, tournant les pages de plus en plus vite, cherchant la faille, l'erreur, la preuve que je mentais. Il n'en a pas trouvé. Le nouveau loyer est indiqué en page 3. Tu verras qu'il correspond au prix du marché actuel pour un immeuble de cette catégorie dans ce quartier. Le précédent loyer était très en dessous, un arrangement que j'avais fait avec l'ancien directeur, qui était un ami. Mais les temps changent. Bastien a regardé le chiffre. Sa mâchoire s'est décrochée. C'est 5 fois plus cher. 470% exactement. Mais tu peux arrondir à 5. La banque ne peut pas payer ça. C'est impossible. Alors la banque devra déménager, ce qui sera compliqué, vu que l'agence est ici depuis 30 ans et que tous vos clients connaissent cette adresse. Mais je suis sûr que tu trouveras une solution. Tu es un homme intelligent, non? C'est ce que tu répètes tout le temps. Bastien s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. Je vais contester. Mon avocat va... Ton avocat va te dire que tout est parfaitement légal. J'ai fait vérifier par le meilleur cabinet de la région. Tu peux contester si tu veux, mais tu perdras. Et pendant la procédure, tu devras quand même payer le nouveau loyer ou libérer les locaux. Tu veux me ruiner. Tu veux te venger parce que je t'ai mis dehors. J'ai secoué la tête. Non, Bastien, je ne veux pas te ruiner. Si je voulais te ruiner, je ne renouvellerais pas le bail du tout. Je vous mettrais dehors sans préavis, ce qui est mon droit, puisque l'ancien bail a expiré. Je vous laisserai vous débrouiller pour trouver de nouveaux locaux en plein hiver. Expliquez à vos clients pourquoi vous n'êtes plus à la même adresse. Justifiez à votre direction pourquoi vous n'avez pas anticipé cette situation. Alors qu'est-ce? Que tu veux?
Je me suis levé à mon tour. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la place en contrebas. Les gens qui passaient, les voitures qui circulaient, la vie qui continuait. Tu m'as jeté à la rue le soir de Noël, Bastien. Tu m'as dit que je puais le chantier, que je faisais honte à tes collègues. Tu m'as donné 200 € comme on donne l'aumône à un mendiant. Et ma fille, ta femme, m'a regardé partir sans rien dire. Je me suis retourné vers lui. Ce que je veux, c'est que tu comprennes quelque chose. L'homme que tu as humilié, l'homme que tu as méprisé, cet homme-là possède le sol sur lequel tu marches. Il possède les murs entre lesquels tu travailles. Il possède le toit au-dessus de ta tête. Chaque jour, quand tu viens à ce bureau, quand tu reçois tes clients importants, quand tu fais le paon devant tes collègues, tu le fais dans un bâtiment qui m'appartient. Bastien était livide, ses lèvres tremblaient. Et à partir d'aujourd'hui, chaque mois, quand la banque paiera son loyer, elle me le paiera à moi, directement, sur mon compte. Alors techniquement, Bastien, tu travailles pour moi maintenant. J'ai laissé le silence s'étirer un moment, puis j'ai ajouté « Compte-toi heureux. Si je le voulais, je pourrais demander une inspection du bâtiment. Je pourrais signaler les travaux d'entretien qui n'ont pas été faits, les normes de sécurité qui ne sont pas respectées, les fissures dans le sous-sol dont personne ne s'est occupé depuis 10 ans. Je pourrais faire fermer cette agence demain matin pour mise en danger des occupants. Tu ferais ça? Je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend de quoi? De comment tu vas traiter les gens à partir de maintenant, de comment tu vas traiter ma fille, mes petits-enfants, et de comment tu te comporteras si jamais nos chemins se croisent à nouveau. La porte du bureau s'est ouverte brusquement. Un homme d'une 60aine d'années est entré, l'air préoccupé. Robert Villeneuve, le directeur régional, celui dont Bastien convoitait le poste. « Bastien, qu'est-ce qui se passe? La secrétaire m'a dit qu'il y avait un problème avec le bail. » Il s'est arrêté en me voyant, m'a détaillé de haut en bas. Chemise à carreaux, pantalon de velours, chaussures de travail cirées. Pas exactement le profil habituel des visiteurs du 4e étage. « Monsieur ?» Gérard Fontaine, propriétaire de ce bâtiment. Villeneuve a cligné des yeux. Puis s'est tourné vers Bastien. « Bastien, c'est vrai ?» Mon gendre a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. « C'est vrai », ai-je confirmé, et je viens de remettre à Monsieur Mercier le nouveau bail, avec les conditions révisées. Je vous laisse en discuter entre vous. Je me suis dirigé vers la porte. Au moment de sortir, je me suis retourné une dernière fois. « Ah, Bastien, une dernière chose. La maison où tu vis avec Julie. Tu sais, celle que j'ai construite comme cadeau de mariage. Le terrain aussi m'appartient. C'est un bail amphithéotique de 99 ans, signé en 2015. Il reste 86 ans, mais les conditions peuvent être révisées si les circonstances changent. Tu comprends ce que je veux dire? » Bastien a hoché la tête mécaniquement. Il avait l'air d'un homme qui vient de recevoir un coup de massue sur la tête. « Parfait. Dans ce cas, je te souhaite une bonne journée. Et encore une fois, joyeux Noël. » Je suis sorti du bureau, j'ai traversé le couloir sous le regard médusé de la secrétaire, et j'ai pris l'escalier principal, cette fois-ci, pas l'escalier de service. Je suis descendu marche après marche, savourant chaque pas. En passant devant l'accueil du rez-de-chaussée, j'ai salué poliment la réceptionniste. Elle m'a rendu mon salut avec un sourire professionnel, sans se douter que l'homme en chemise à carreaux qui venait de traverser son hall était le propriétaire de tout ce qu'elle voyait autour d'elle. Dehors, l'air froid m'a mordu les joues. Je suis resté un moment sur le trottoir, regardant la façade du bâtiment.
ma façade, mes pierres, mon œuvre. Puis je suis parti, les mains dans les poches, le cœur étrangement léger. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais ce que j'avais fait ce matin-là, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la clarté. C'était montrer à un homme arrogant que le monde ne fonctionne pas comme il le croit, que les apparences peuvent tromper, que celui qu'on méprise aujourd'hui peut être celui dont on dépend demain. C'est l'arroseur arrosé, comme on dit. Celui qui arrosait les autres de son mépris s'est retrouvé arrosé à son tour. Mais contrairement à lui, je n'ai pas cherché à le noyer. Je lui ai juste montré d'où venait l'eau. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. J'ai quitté la maison de Marcel et Hélène pour m'installer dans un petit hôtel en attendant de trouver un appartement. Marcel m'avait proposé de rester chez lui aussi longtemps que je le voulais, mais j'avais besoin de mon espace. J'avais besoin de réfléchir. Julie m'a appelé 2 jours après ma visite à la banque. Cette fois, j'ai répondu. « Papa ?» Sa voix était différente, plus petite, plus hésitante. « Oui, Julie. Bastien m'a tout raconté, pour le bâtiment, pour le bail. Papa, je ne savais pas. » « Qu'est-ce que tu ne savais pas, exactement ?» Silence. « Que tu possédais tout ça, que tu étais riche. » « Je ne suis pas riche, Julie. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai construit des choses. Certaines de ces choses ont pris de la valeur avec le temps. Ce n'est pas la même chose qu'être riche. Mais pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? Parce que ça n'aurait pas dû avoir d'importance. Parce qu'un père ne devrait pas avoir besoin de prouver sa valeur financière pour être respecté par sa fille. » Nouveau silence. Plus long cette fois. « Papa, je suis désolé. Pour Noël, pour tout. Bastien n'aurait pas dû te mettre dehors comme ça. » J'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû. J'avais peur de lui. J'ai toujours eu peur de lui, papa. Il est tellement sûr de lui, tellement convaincu d'avoir toujours raison. Quand il dit quelque chose, je n'arrive pas à le contredire. C'est comme s'il prenait toute la place. Ce n'est pas une excuse, Julie. Tu as 40 ans. Tu es une adulte. Tu as le droit d'avoir ta propre voix. Je sais, papa. J'ai entendu un sanglot étouffé. Est-ce que tu peux me pardonner? J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Marianne, à ce qu'elle m'aurait dit. Gérard, c'est ta fille, ta seule fille. Ne la perds pas. Je peux te pardonner, Julie, mais ça prendra du temps, et il va falloir que des choses changent. Quelles choses? Toi, ta façon de vivre, ta façon de te laisser marcher dessus? Je ne peux pas t'aider si tu ne veux pas t'aider toi-même. Et Bastien? Bastien, c'est ton problème, c'est ton mari. C'est toi qui l'as choisi, mais je vais te dire une chose. Un homme qui traite son beau-père comme il m'a traité ne te traitera pas mieux quand les temps seront durs. Réfléchis à ça. Nous avons raccroché peu après. Ce n'était pas une réconciliation, c'était le début d'une conversation. Une conversation qui aurait dû avoir lieu des années plus tôt. Connaissez-vous quelqu'un qui cache sa vraie valeur derrière la modestie? Quelqu'un qui ne se vante jamais de ce qu'il possède, de ce qu'il a accompli? Je ne me suis jamais considéré comme un homme riche. L'argent, pour moi, n'a jamais été un but, c'était un outil. Un moyen de construire, de créer, de laisser quelque chose derrière soi. Quand j'étais jeune compagnon, mon maître me disait souvent « Gérard, un bâtiment bien construit te survivra de plusieurs siècles. Ton nom sera oublié, ton visage aussi. Mais tes murs resteront debout. C'est ça, ta vraie richesse. » J'ai essayé de vivre selon ce principe. Construire, créer, laisser quelque chose de solide. Pas pour la gloire,
pas pour l'argent, mais parce que c'est ce que je savais faire. C'est ce qui donnait un sens à ma vie. Bastien ne comprenait pas ça. Pour lui, la valeur d'un homme se mesurait à ses diplômes, à son titre, à la marque de sa voiture. Il regardait mes mains calleuses, mes vêtements simples, mon langage direct, et il voyait un moins que rien, un homme du passé, dépassé par le monde moderne. Ce qu'il ne voyait pas, c'était que ses mains calleuses avaient bâti une partie de la ville où il vivait, que ses vêtements simples m'avaient suffi pendant 68 ans sans que j'aie jamais manqué de rien, que ce langage direct était celui des hommes qui font plutôt que de ceux qui parlent. Et surtout, ce qu'il ne voyait pas, c'était que le bâtiment où il jouait les importants, le bureau où il recevait ses clients, l'adresse prestigieuse qu'il mettait sur ses cartes de visite, tout cela existait parce qu'un homme en chemise à carreaux l'avait construit de ses mains, pierre par pierre, il y a presque 40 ans. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Bastien avait passé des années à me mépriser pour ce que j'étais, un bâtisseur, un ouvrier, un homme de métier, et c'est précisément ce que j'avais bâti qui lui a rappelé sa place. 3 semaines après ma visite à la banque, j'ai reçu un appel de Robert Villeneuve. Monsieur Fontaine, c'est Robert Villeneuve de la BNP. Est-ce que vous auriez un moment pour discuter ? Je vous écoute. Pas par téléphone, si ça ne vous ennuie pas. Je préférerais qu'on se voie en personne. Pourrions-nous déjeuner ensemble ? J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant du centre-ville, un de ces endroits discrets où les hommes d'affaires règlent leurs différends à l'abri des oreilles indiscrètes. Villeneuve était un homme élégant, distingué, avec ce vernis de politesse que donnent des décennies de négociations à haut niveau. Mais derrière cette façade, je sentais quelque chose de sincère, une vraie curiosité. Monsieur Fontaine, permettez-moi d'être direct. J'ai fait des recherches sur vous après votre visite. Ce que j'ai découvert m'a impressionné. Qu'avez-vous découvert ? Que vous êtes un des derniers compagnons du devoir encore actifs dans la région, que votre entreprise, Fontaine, BTP, a construit certains des bâtiments les plus solides de la ville, que vous avez formé des dizaines d'apprentis qui sont aujourd'hui des maîtres dans leur domaine, et que vous possédez discrètement une partie non négligeable du patrimoine immobilier local. Ce n'est pas un secret, juste quelque chose dont je ne parle pas. Pourquoi ? J'ai réfléchi un moment. Parce que ça n'a jamais eu d'importance. Ce qui compte, c'est le travail. Le reste, c'est de la paperasse. Villeneuve a souri. C'est une façon de voir les choses que je respecte énormément, Monsieur Fontaine. Et c'est précisément pourquoi je voulais vous rencontrer. Il a pris une gorgée de vin avant de continuer. Le nouveau bail que vous avez proposé a créé une certaine agitation au sein de notre direction. Certains voulaient les contester, engager des avocats, faire traîner les choses. J'ai réussi à les convaincre d'une autre approche. Quelle approche ? L'acceptation. Nous allons signer le nouveau bail. Le loyer est élevé, c'est vrai, mais il correspond au marché. Nous aurions dû le payer depuis longtemps. C'était une anomalie que personne n'avait pensé à corriger. J'ai hoché la tête. C'est une décision sage. Mais ce n'est pas tout, Monsieur Fontaine. Je voudrais vous proposer quelque chose. Un partenariat. Quel genre de partenariat ? La banque possède plusieurs immeubles dans la région qui auraient besoin de travaux de rénovation. Des travaux de qualité, pas du bricolage. J'ai vu ce que vous avez fait avec ce bâtiment. La solidité, l'attention aux détails, le respect des matériaux. J'aimerais que vous supervisiez ces projets. Pas comme ouvrier, bien sûr, comme consultant, comme expert. J'ai dévisagé Villeneuve. Vous me proposez un travail ? Je vous propose une collaboration, votre expertise, notre financement.
Vous nous aidez à maintenir notre patrimoine en bon état. Nous vous payons généreusement pour votre temps et vos conseils. Et Bastien, c'est toujours votre directeur adjoint, si je ne me trompe pas. Villeneuve a eu une expression que je ne saurais pas décrire. Quelque chose entre la gêne et la résignation. Monsieur Mercier traverse une période difficile. Sa performance, ces dernières semaines, a été en dessous de nos attentes. Il y a eu des erreurs, des oublis, des conflits avec des collègues. La direction a décidé de ne pas le promouvoir au poste de directeur régional. Je vois. Je ne vous le cache pas, monsieur Fontaine. L'épisode du bail a ébranlé sa confiance. Il n'est plus le même homme. Certains de mes collègues pensent qu'il serait préférable qu'il prenne du recul, qu'il se consacre à des fonctions moins exposées. Je n'ai pas répondu. Villeneuve a continué. Je sais que la situation entre vous et votre gendre est compliquée. Je ne cherche pas à m'immiscer dans vos affaires familiales. Mais je voulais que vous sachiez que son sort dans cette banque ne dépend pas de vous. Il dépend de lui-même, de ses choix, de son comportement, de sa capacité à rebondir. C'est bien ainsi. Nous avons terminé notre déjeuner en discutant d'architecture, de construction, de l'évolution des techniques au fil des décennies. Villeneuve était un homme cultivé, curieux, qui posait des questions intelligentes et écoutait les réponses. Malgré son titre et son costume, il n'avait rien de l'arrogance de Bastien. Qu'auriez-vous fait à ma place? Aurais-je dû pardonner plus vite? Aurais-je dû être plus dur? La frontière entre justice et vengeance est parfois difficile à tracer. Le soir même, j'ai reçu la visite de Julie. Elle s'est venue à mon hôtel, sans prévenir, les yeux rougis. « Papa, je peux entrer ?» Je l'ai laissée passer. Elle s'est assise sur le bord du lit, les mains jointes sur les genoux. Bastien n'a pas eu la promotion. Il dit que c'est ta faute. Ce n'est pas ma faute. C'est la sienne. Il dit que tu l'as humilié devant son directeur, que tu as fait exprès de venir le jour de la reprise pour qu'il perde la face. Je suis venu le jour de la reprise parce que c'était le premier jour ouvrable après l'expiration du bail. Le reste, c'est lui qui l'a construit. Julie a secoué la tête. Je ne sais plus quoi penser, papa. Tout est tellement confus. Qu'est-ce qui est confus, Julie? Tout. Bastien, toi, notre famille, tout. Elle a éclaté en sanglots. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai passé mon bras autour de ses épaules. Elle s'est effondrée contre moi, comme quand elle était petite et qu'elle avait un chagrin d'enfant. Je l'aime, papa. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais je l'aime. Et les enfants l'aiment aussi. Je ne peux pas juste partir. Je ne t'ai jamais demandé de partir, Julie. Mais tu voudrais que je le quitte? Je voudrais que tu sois heureuse, que tu sois respectée, que tu ne laisses personne, pas même ton mari, te traiter comme si tu ne valais rien. Est-ce que Bastien te rend heureuse? Elle n'a pas répondu. Son silence était éloquent. Julie, je vais te raconter quelque chose. Quand j'ai épousé ta mère, on n'avait rien. Un petit appartement, des meubles récupérés, un compte en banque presque vide. Mais chaque matin, quand je partais au travail, elle me serrait dans ses bras et me disait « Reviens-moi en un seul morceau ». Et chaque soir, quand je rentrais, épuisé, couvert de poussière, elle m'accueillait avec un sourire et un repas chaud. Elle ne m'a jamais regardé de haut parce que j'étais ouvrier. Elle n'a jamais eu honte de mes mains calleuses. Elle était fière de moi, Julie. Fière de l'homme que j'étais, pas de ce que je possédais. Julie pleurait silencieusement. Est-ce que Bastien est fier de toi, Julie? Est-ce qu'il te regarde comme ta mère me regardait? Elle a secoué la tête. Je ne sais pas,
papa? Je ne sais plus. Alors trouve la réponse. Pas pour moi, pas pour lui, pour toi. Et pour Lucas et Emma. Nous sommes restés assis longtemps, sans parler. Puis Julie s'est levée, m'a embrassé sur la joue, et elle est partie. Je ne sais pas ce qu'elle a décidé cette nuit-là. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à Bastien, ni comment il a réagi. Ce n'était pas mon affaire. La seule chose que je pouvais faire, c'était être là, si elle avait besoin de moi. 2 mois plus tard, j'ai acheté un appartement dans le sud de la France. Un petit 2 pièces, face à la mer, dans une résidence calme. J'avais besoin de distance, de soleil, de paix. Marcel s'est occupé de tout. La vente, le déménagement, le transfert des dossiers. Il m'a appelé le jour où j'ai pris possession des clés. « Gérard, tu es sûr de vouloir partir? Tu vas être loin de tout, de Julie, des petits-enfants. Je serai à 4 heures de train, Marcel. Ce n'est pas le bout du monde, quand même. Tu n'as pas peur de t'ennuyer? » J'ai regardé par la fenêtre de mon nouvel appartement. La Méditerranée s'étendait jusqu'à l'horizon, bleue et brillante, sous le soleil de mars. Non, Marcel, je n'ai pas peur. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. Les semaines ont passé. J'ai pris mes habitudes dans ce nouveau lieu. Le café du matin, sur le balcon, la promenade, le long de la plage, le marché du dimanche où je choisissais mes légumes et mes poissons frais, les conversations avec les voisins, des retraités comme moi, des gens simples qui ne posaient pas de questions et n'attendaient pas de réponses. Julie m'appelait 1 fois par semaine. Nos conversations étaient prudentes, mesurées, mais de plus en plus sincères. Elle me parlait des enfants, de son travail, de ses réflexions. Elle ne mentionnait presque jamais Bastien, et je ne posais pas de questions. Un jour, au début du printemps, elle m'a annoncé qu'elle avait demandé une thérapie de couple. Bastien a accepté, ai-je demandé, surpris. Il n'a pas eu le choix. Je lui ai dit que c'était ça ou le divorce. Et qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi la thérapie. Je ne sais pas si ça va marcher, papa, mais au moins, on essaye. C'est bien, Julie, c'est courageux. Tu le penses vraiment? Je pense que le courage, ce n'est pas de fuir les problèmes, c'est de les affronter. Quelle que soit l'issue, tu auras fait ce qu'il fallait. Le mois suivant, Julie est venue me rendre visite avec les enfants. Lucas et Emma ont couru sur la plage, ramassé des coquillages, construit des châteaux de sable que la marée emportait le soir. Julie et moi, nous avons parlé, vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle m'a raconté sa vie avec Bastien, les bons moments au début, puis l'érosion progressive, les critiques quotidiennes, le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Elle m'a raconté comment elle avait appris à se taire, à ne pas faire de vagues, à s'effacer pour éviter les conflits. C'est pour ça que je n'ai rien dit le soir de Noël, papa. Ce n'est pas que je ne t'aimais pas, c'est que j'avais peur. Peur de sa réaction, peur de la scène qu'il ferait si je le contredisais. Je comprends, Julie. Tu comprends, mais tu ne pardonnes pas. Je pardonne, Julie, mais je n'oublie pas. Et je ne veux pas que tu oublies non plus. Tu mérites mieux que la peur. Tes enfants méritent mieux qu'une mère qui a peur de leur père. Elle a hoché la tête lentement. La thérapeute dit la même chose. Elle dit que Bastien a des problèmes de contrôle, qu'il a besoin d'avoir le pouvoir pour se sentir en sécurité, qu'il est en train de comprendre que ce n'est pas la bonne façon de vivre. Et toi, Julie, qu'est-ce que tu apprends? J'apprends à avoir une voix, à dire non, à fixer des limites. Ce n'est pas facile, papa. Parfois j'ai l'impression de me battre contre moi-même. C'est normal, changer est difficile,
mais c'est possible. Le soir, après le dîner, nous avons regardé le soleil se coucher sur la mer. Les enfants étaient couchés, épuisés par leur journée de plage. Julie et moi, nous étions assis sur le balcon, un verre de vin à la main. Papa? Oui? Merci. De quoi? De ne pas m'avoir abandonné. Même quand je le méritais, j'ai pris sa main. Tu es ma fille, Julie. Je ne t'abandonnerai jamais, même quand tu fais des erreurs, même quand tu me déçois. C'est ça, l'amour. C'est inconditionnel. Elle a serré ma main en retour. Je vais essayer de m'en souvenir. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Julie. Pas un email, pas un message. Une vraie lettre manuscrite sur du papier à lettres. Elle m'annonçait que Bastien et elle avaient décidé de se séparer. Pas un divorce brutal, pas une guerre, une séparation à l'amiable. Ils garderaient la maison pendant 1 an, le temps qu'elle trouve un appartement et s'organise. Les enfants feraient de la navette entre les 2 parents. « Ce n'est pas de ta faute, papa », écrivait-elle. Et ce n'est pas à cause du bail ou de l'argent. C'est parce que j'ai compris que je méritais mieux, que mes enfants méritaient mieux. La thérapeute dit que Bastien fait des progrès, mais que ce n'est pas suffisant. Et moi, je ne veux plus attendre que ce soit suffisant. Je veux vivre, papa, vraiment vivre. J'ai lu la lettre plusieurs fois, puis je l'ai rangée dans le tiroir, où je garde les choses importantes. La médaille de mon maître, les photos de Marianne, le faire-part de naissance de Julie. La semaine suivante, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis retourné dans ma ville d'origine. Pas pour voir Bastien, pas pour régler des comptes, pour visiter le bâtiment de la banque. Je suis arrivé un dimanche matin, quand les bureaux étaient fermés. J'ai marché autour de l'immeuble, touchant les pierres, vérifiant les joints, examinant les moulures. Tout était en bon état, solide, durable. Un passant s'est arrêté en me voyant. « Vous cherchez quelque chose, monsieur ?»« Non. » Je regarde juste. C'est un beau bâtiment, hein? Il paraît qu'il a été construit par un compagnon du devoir dans les années 80. Du travail de qualité. J'ai souri. Oui, du travail de qualité. Je suis reparti sans me retourner. Le bâtiment n'avait pas besoin de moi. Il continuerait à tenir debout pendant des décennies, peut-être des siècles. Mon nom serait oublié, mon visage aussi, mais les murs resteraient. C'était ma vraie richesse. Aujourd'hui, je suis assis sur mon balcon face à la mer. Le soleil se couche, peignant le ciel de rouge et d'orange. Les mouettes crient au-dessus des vagues. Quelque part, un enfant rit. Je pense à tout ce qui s'est passé. À Bastien, qui m'a appris qu'on peut construire un empire et être misérable à l'intérieur. À Julie, qui a trouvé le courage de se relever. À mes petits-enfants, qui viennent me voir pendant les vacances et qui courent sur la plage comme si le monde leur appartenait. Je pense à Marianne, qui me manque chaque jour un peu plus, mais dont la mémoire me réchauffe comme un soleil intérieur. Et je pense à moi, à l'homme que j'étais, l'homme que je suis, l'homme que je serai jusqu'à la fin, un compagnon, un bâtisseur, un père. Si vous tirez quelque chose de mon histoire, tirez ceci. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il construit. Pas seulement les bâtiments, pas seulement les entreprises, les relations, les souvenirs, les moments de bonheur partagés. Et si un jour quelqu'un vous méprise pour ce que vous êtes, si on vous jette dehors comme un malpropre, si on vous dit que vous ne valez rien, souvenez-vous de ceci. Ceux qui vous regardent de haut ne voient pas vos fondations. Ils ne voient que la surface. Mais les fondations, c'est ce qui compte. C'est ce qui tient debout quand tout le reste s'effondre.
C'est l'arroseur arrosé. Celui qui m'arrosait de mépris s'est retrouvé arrosé par la vérité. Mais je n'ai pas cherché à le noyer. Je lui ai juste montré d'où venait l'eau. Et maintenant, chaque mois, quand le loyer de la banque arrive sur mon compte, je ne ressens pas de triomphe. Je ne ressens pas de vengeance. Je ressens juste la satisfaction tranquille d'un travail bien fait. Parce que ce bâtiment, je l'ai construit de mes mains. Et il tiendra debout bien après que tous ceux qui m'ont méprisé auront été oubliés. C'est ça, ma victoire, pas l'argent. Pas le pouvoir, la durée. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre valeur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui doute de lui-même, quelqu'un qui se sent invisible, quelqu'un qui a été mis de côté par ceux qui l'aimaient. Dites-leur qu'ils ne sont pas seuls. Dites-leur que leur valeur ne dépend pas du regard des autres. Dites-leur que les fondations comptent plus que les façades. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires de courage, de dignité, de justice silencieuse, restez avec moi. Il y en a d'autres qui arrivent. Ce n'est pas la fin de mon histoire. C'est juste un nouveau chapitre. Merci d'avoir écouté. Merci de m'avoir accordé votre temps. Et souvenez-vous, un homme qui construit ne peut jamais vraiment tomber. Il peut être mis à terre, oui. Mais tant qu'il a ses mains et sa fierté, il peut toujours se relever et construire à nouveau. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous pouvez faire aussi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus parlé et abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent, ce n'est pas la fin de la mienne,